Comme première de la concrétisation, il a souhaité engager le processus. Il a engagé le processus de 26 œuvres demandées par la France. La 27e œuvre, on parlera tout à l'heure de cette œuvre-là. Et il a souhaité donc engager la restitution, donc ce qu'ils ont appelé des prises de guerre du général Dodd dans le palais de Béhanzin en 1892. Cet engagement donc, a été rendu possible grâce au remarquable travail donc, effectué par les différentes équipes françaises et béninoises. Et donc, je repris donc ces deux actes donc, pour montrer en fait un peu l'engagement et le début donc, de la restitution de façon formelle. Il y a eu et il y a encore donc, des restitutions des collectionneurs privés, et des pays, des communautés, des États, mais je parle donc du plan donc, de restitution d'État à État. Par rapport donc à cette question, vous souvenez-vous qu'en son temps, quand la restitution a été lancée, il y a eu beaucoup de débats, notamment donc ceux qui ont tourné aussi autour donc, de l'encadrement juridique. Comment est-ce qu'on peut restituer des œuvres qui sont par ailleurs, un mot qui m'est très difficile à dire, mais je vais essayer, imprescriptible et bon, voilà ce que vous avez dit là. Et justement, on s'est dit comment on restitue ces biens-là, des biens qui sont insaisissables, qui sont la propriété d'autres, comment est-ce qu'on peut les rendre à d'autres pays. Et donc, il y a eu de part et d'autre des initiatives pour renforcer et doter le secteur culturel de nouvelles lois. Je ne veux plus revenir sur ce qui a été dit ce matin et répété tout à l'heure par Saskia, en ce qui concerne donc la loi qui est dans le circuit donc, pour être votée en France sur la restitution, mais également de l'autre côté, je veux dire en Afrique, dans certains pays africains et au Bénin particulièrement, nous avons aussi mis à jour notre arsenal juridique qui répond aujourd'hui plus aux enjeux de la restitution, mais surtout de la gestion de ces œuvres-là, une fois revenus sur nos terres. Parce que la grosse question aussi était de savoir est-ce que les Africains étaient capables de gérer les biens qui vont revenir. Des biens qui, par ailleurs, ont été gérés pendant plus d'une centaine d'années de l'autre côté de la France. Et je pense que sur cette question-là, chacun de nous également a son avis. Mais comme le dit un ami, je le répète, je le cite ici, il ne revient pas au voleur de dire à celui qui a volé comment il peut gérer ses objets. Rendez-nous les objets, on saura comment les gérer. Il le dit, et je l'ai cité, je le cite très souvent en fait, parce que ça fait marrer, mais en réalité, il a raison. Il a raison. Et justement, donc, par rapport aux perspectives pour les États africains, les enjeux de la restitution sont multiples et interdépendants, globales, donc des dimensions culturelles, des dimensions éthiques, politiques, sociales, économiques et juridiques. Sur le plan culturel, donc, la restitution permet aux pays d'origine de se réapproprier leur patrimoine, de reconstruire leur histoire. Et on a vu la ferveur qu'il y a eu autour de la restitution des biens au Bénin et l'exposition qui a suivi donc la restitution des biens à la présidence de la République. Donc, de reconstruire leur histoire et d'affirmer leur identité. Sur le plan éthique, elle répond à un besoin donc, de justice et de réparation des injustices historiques liées au colonialisme. Sur le plan politique, la restitution marque un nouvel élan de coopération internationale et de décolonisation des musées. Un thème assez lourd de sens pour nous. Enjeu diplomatique, elle est aussi un acte de reconnaissance du passé et un moyen d'approfondir donc, les relations entre les pays. Enfin, la restitution pose des questions juridiques et institutionnelles complexes sur la propriété et la circulation des biens culturels à l'échelle mondiale. Face aux doutes exprimés par certains pays quant à la capacité des pays africains à protéger les œuvres et à leur capacité de stockage, nous proposons donc une solution à 3 niveaux. Le premier niveau, donc, c'est nous proposons donc le renforcement des capacités des personnels des musées africains. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis bien placé pour le dire, parce que je dirige l'école du patrimoine africain dans cette institution qui forme pour les États africains, donc les personnels qualifiés, pour gérer leur collection, les collections des musées. Et ce qui a été justement, juste pour la parenthèse, Alain vous le dira mieux que moi,
l'école du patrimoine africain aussi a été créée dans cette première, dans cette mouvance-là, donc la restitution. Parce que justement la question du qualificateur de professeurs africains s'était posée avec insistance, et cela est encore aujourd'hui valable, mais plus avec la même insistance, parce que nous avons aujourd'hui, et on peut être fier de le dire, des jeunes gens qui sont formés et qui sont bien formés et qui ont des compétences pour pouvoir prendre en charge la gestion des collections au niveau de nos musées. Donc je disais tantôt, le premier niveau, c'est le renforcement des capacités des personnels, donc le musée. Mais c'est aussi le deuxième niveau, c'est avoir donc des infrastructures muséales, des infrastructures donc, qui répondent, je ne vais pas dire aux normes des autres, mais à nos normes, qui répondent à nos conditions et qui répondent au contexte socio-culturel et économique de nos États. Parce qu'une fois encore, ces objets-là sont dans les musées, sont aujourd'hui dans les musées, mais avant qu'ils ne partent, il n'y avait pas de musée à ce moment-là. Et donc, du coup, il faut s'interroger sur le type d'institution qui soit capable ou qui répond le mieux pour donc prendre en charge la gestion de ces objets-là. C'est aussi une question assez centrale, et je pense qu'en décembre 2024, on a organisé à l'école du patrimoine africain 2 jours de colloque international. Donc, sur cette question-là, c'est quoi le musée pour l'Afrique? Quel type de musée correspond à notre contexte? Qu'est-ce qu'il nous faut en Afrique? Et il y a eu beaucoup de cas, donc on a exposé pour montrer en réalité ce qu'il faut pour l'Afrique. Et enfin, donc, c'est l'environnement juridique. Aujourd'hui, on réclame des objets qui sont partis il y a plus d'un siècle. Mais il ne faut pas que nos enfants, également dans un siècle, réclament d'autres objets qui sont partis pendant que nous sommes là. Et on se regarde tout droit dans les yeux. Les objets continuent de partir encore aujourd'hui, sous nos yeux. Nous sommes puissants. C'est quelque chose à laquelle je travaille de façon plus particulière sur les collections photographiques anciennes. Je peux vous rassurer que les objets culturels africains, je ne sais pas de l'Ivoire, continuent encore de sortir de l'Afrique. Et donc, ça nous impose d'avoir un environnement juridique assez conséquent qui nous permet de protéger, de bien protéger nos objets pour que nos enfants ne soient pas comme nous dans un siècle en train de demander aux autres de nous rendre ou de leur rendre les objets de leurs parents. Et ça, je finirai là-dessus, c'est un appel que je vous lance tous. Que chacun à son niveau puisse travailler donc, à préserver, à conserver au mieux le patrimoine, mais d'abord le patrimoine familial. Parce qu'aujourd'hui, juste pour les Béninois que je regarde en face, il y a les ganglés blés, les ganglés blés là, qui passent de maison en maison. Nous n'avons plus de divinité goût aujourd'hui dans nos maisons. Vous avez tout vendu. Là, je parle sur votre contrôle. Ils ont tout vendu, ils ont vendu toute la ferraille. Vous êtes devant nous. Oui, je suis là. Heureusement que je ne suis pas vendable, moi. Que je suis en garage. Et donc, vous avez vendu toute la ferraille. Vous vendez tout. Donc, prenez conscience que ce que nous vendons fait partie de notre identité. Et demain, nous pourrons donc engager nos enfants, sans le savoir, à également commencer cette bataille-là, qui finalement ne finira jamais.